Bonsoir, bienvenue sur Euronews. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. Tout de suite, on regarde les titres en images de ce lundi 8 juillet. Un nouveau Premier ministre en Grèce. Au lendemain de sa victoire, le conservateur Kyriakos Mitsotakis prend les rênes du pays le plus endetté de la zone euro. Il promet un nouveau souffle après des années d'austérité. À la une également, le jeu dangereux de l'Iran qui s'affranchit un peu plus de l'accord sur le nucléaire. Téhéran vient de dépasser la limite fixée pour enrichir son uranium et met en garde les Européens. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'immense succès populaire de la Coupe du Monde féminine de football et la victoire des Américaines. Sonia Bonpastor, l'ancienne capitaine de l'équipe de France, est notre invitée. C'était les premières législatives depuis que la Grèce a échappé à la faillite en 2015. Le pays a choisi de tourner la page, Alexis Tsipras, en donnant un mandat fort au conservateur Kyriakos Mitsotakis. Le nouveau Premier ministre avait basé sa campagne sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Olivier Peggy. En Grèce, Kyriakos Mitsotakis a été investi au poste de Premier ministre. Le chef du parti conservateur Nouvelle Démocratie, large vainqueur des législatives de ce dimanche, a été chargé par le président de la République de former un gouvernement. Lors de la cérémonie d'investiture, il a prêté serment sur la Bible devant le chef de l'église orthodoxe grecque. Il n'y a pas de séparation entre l'église et l'État en Grèce. À 51 ans, Mitsotakis prend donc les rênes d'un pays qui se cherche un nouveau souffle après des années de politique d'austérité. Et il a réussi à incarner cette volonté de changement. Son parti a obtenu près de 40% des voix lors du scrutin de ce dimanche et cela lui assure la majorité absolue des sièges au Parlement. Les électeurs grecs nous ont confié un mandat très clair, le mandat de changer la Grèce. Et je ferai tout mon possible pour honorer ce mandat jusqu'au bout. Nous allons nous mettre au travail dès aujourd'hui et faire en sorte d'être à la hauteur des attentes placées en nous. Il s'est ensuite rendu au siège de la primature, situé juste à côté du palais présidentiel, où il a été accueilli par Alexis Tsipras, le désormais ex-chef du gouvernement. Kyriakos Mitsotakis devait ensuite composer la nouvelle équipe qui prendra ses fonctions sans doute dès ce mardi. En Allemagne, Deutsche Bank, la première banque du pays, annonce la suppression de 18 000 emplois d'ici 2022. Un plan de restructuration sans précédent pour l'établissement. Quel avenir pour la Deutsche Bank? La première banque allemande semble tenter le tout pour le tout face à une situation de crise et cela passe par un vaste plan de restructuration, le plus grand de son histoire, 18 000 postes supprimés à travers le monde. L'annonce a été faite ce dimanche et dès ce lundi, des équipes entières étaient invitées à faire leur carton. Une casse sociale justifiée par la direction du groupe. Nous devons nous recentrer sur certains secteurs et abandonner d'autres activités dans lesquelles nous ne sommes pas suffisamment rentables. Cela concerne notamment notre activité sur les marchés actions. Il faut garder à l'esprit que nous faisons cela aujourd'hui afin de garantir les emplois à l'avenir. C'est vrai que l'étape à franchir est douloureuse sur le plan social, mais c'est ce qui va permettre d'assurer un avenir meilleur. Cette restructuration devrait coûter à la banque plus de 7 milliards d'euros. Après des années de pertes, la direction espère renouer avec les bénéfices l'an prochain. Mais cette prévision est encore très incertaine, d'où la méfiance des investisseurs. L'action Deutsche Bank était dans le rouge ce lundi à la bourse de Francfort. Cela marque la fin d'une trop longue période d'hésitation. Il était temps de prendre des décisions radicales pour relancer cette banque. En fait, c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis 5 ou 6 ans. L'agence de notation Moody's indique que ce plan de restructuration est un pas positif pour équilibrer les activités du groupe bancaire. Pour autant, Moody's confirme une note de crédit A3 assortie d'une perspective négative. Je vous le disais en titre, l'Iran enrichit désormais son uranium au-delà de la limite autorisée. Un nouveau coup de canif à l'accord international sur le nucléaire signé en 2015. Objectif du régime, en finir avec les sanctions américaines.
L'Iran menace de redémarrer des centrifugeuses désactivées et d'accroître encore son enrichissement d'uranium jusqu'à 20%. Un taux qui s'élèverait à 4,5% aujourd'hui et dépasserait déjà les limites imposées par le traité de 2015 sur le nucléaire iranien. Téhéran a dit s'affranchir de cet accord dont Washington s'est retiré l'an dernier, mais Bruxelles appelle à revenir au terme de ce pacte. Nous avons demandé à l'Iran de ne pas prendre de nouvelles mesures qui compromettraient l'accord sur le nucléaire. Et nous l'exhortons à cesser et à revenir sur ces activités qui sont contraires aux engagements pris dans ce cadre. Cela inclut la production d'uranium enrichi au-delà de la limite imposée par cet accord. Ce dimanche, Téhéran a donné 60 jours aux partenaires de l'accord de Vienne pour répondre à ces demandes sous peine de rompre d'autres engagements pris dans le cadre de ce texte. Si les autres pays partis à l'accord, en particulier les Européens, ne respectent pas rigoureusement leurs engagements et se contentent de parler, la prochaine étape franchie par l'Iran sera plus forte, plus déterminée et plus spectaculaire. L'Iran, privé des bénéfices économiques attendus par l'accord sur le nucléaire, espère ainsi contourner les mesures drastiques prises par les États-Unis, alors que le chef de la diplomatie américaine a encore promis ce dimanche plus d'isolement et de sanctions. Il est l'un des 5 chefs de guerre congolais à être traduit devant la Cour pénale internationale de La Haye. Bosco Ntaganda vient d'être reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Guillaume Petit. Mr. Ntaganda, please rise. C'est le visage fermé, les mains derrière le dos, qu'il a écouté le verdict du juge. L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale ce lundi de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Massacre de civils, enrôlement d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans, viol et esclavage sexuel de mineurs. Un peu plus tôt, la Cour a fait la longue liste des atrocités commises en 2002 et 2003 en République démocratique du Congo par celui qu'on surnomme Terminator. Bosco Ntaganda a rassemblé des troupes avant les combats. Il a donné à ses troupes des ordres directs pendant les opérations et a débriefé avec elles ensuite. Des ordres pour cibler et tuer l'ennemi, des civils y compris. Monsieur Ntaganda a endossé la responsabilité des crimes commis par ses soldats comme s'il s'agissait des siens. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie lors du conflit ethnique en Ituri, région riche en minéraux, située au nord-est de la République démocratique du Congo. Un conflit qui a été particulièrement violent en 2002 et 2003. L'ancien chef de guerre a toujours assuré être un révolutionnaire et non un criminel. Les juges l'ont pourtant reconnu coupable d'avoir exécuté un prêtre de ses propres mains. Le Congolais risque la prison à perpétuité. On ouvre à présent une page sport. La Coupe du monde féminine de football s'est achevée hier soir avec la victoire des États-Unis sur les Pays-Bas 2-0. Un 4e titre pour la Team USA. Cyril Collot a rencontré ce matin l'ancienne capitaine de l'équipe de France et directrice du centre de formation de l'Olympique lyonnais, Sonia Bonpastor. Sonia, la Coupe du monde s'est terminée hier par la victoire à Lyon des États-Unis. Quel bilan tirez-vous de ce mondial français? La compétition a été très intéressante. Je pense que sur le plan de l'analyse, on peut le diviser en 2 points. Dans un premier temps, l'analyse sportive, où je pense que la compétition a vu en tout cas de belles équipes avec de beaux matchs. Une équipe de France qui malheureusement s'est arrêtée en quart de finale. Et l'autre analyse, c'est aussi un peu aux alentours du terrain en lui-même, l'environnement, la popularité de cette compétition. On a une moyenne de téléspectateurs à plus de 10 millions sur TF1 et je pense que ça, c'est une vraie réussite. L'équipe de France, justement, visait ce titre à la maison, s'est arrêtée en quart de finale. C'est une déception pour l'équipe de Corinne Diacre?
Oui, Corinne Diacre le disait et je la rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est un échec sportif, même si on s'est fait éliminer par les États-Unis qui ont été vainqueurs de cette compétition. Je trouve que sur le fond de jeu, il a manqué certaines choses. En tout cas, on n'a pas l'impression d'avoir vu sportivement sur le projet de jeu l'équipe de France qu'on aurait aimé voir. Donc ça laisse quelques regrets et du coup, c'est vrai que c'est un petit coup d'arrêt parce qu'on attend tellement de cette équipe de France et surtout qu'elle puisse aller au bout d'une compétition que ça laisse forcément des regrets. L'américaine Megan Rapinoe, qui a été l'un des symboles notamment de la contestation durant cette Coupe du Monde, a été élue meilleure joueuse de la compétition. C'est aujourd'hui la porte-drapeau du football féminin. Oui, écoutez, tout d'abord déjà Megan c'est une très bonne joueuse, elle a fini meilleure joueuse de la compétition et c'est vrai que c'est quelqu'un qui se positionne très fortement, elle a des idées et du coup elle a envie de mener certains combats en faveur de la gente féminine, en faveur du football féminin et je trouve ça intéressant parce qu'on a besoin de joueuses comme elle, on a besoin de personnes comme elle pour faire évoluer les choses, donc tant mieux. Beaucoup de personnes justement se sont mobilisées, se sont également prononcées durant cette Coupe du Monde, notamment le président Emmanuel Macron qui souhaite l'égalité des salaires à moyen terme entre les garçons et les filles. Justement, que va apporter cette Coupe du Monde? Quel changement pour ce sport? Écoutez, quand on voit l'engouement populaire déjà autour de cette compétition et de cette Coupe du Monde, on se dit que c'est de bon augure. Les Français ont aimé venir au stade, ils sont venus en famille, c'est un public qui est différent de celui des garçons, donc il faut surfer sur cette bonne vague. Et effectivement, il y a des sujets qui reviennent à la mode, comme l'égalité homme-femme, l'égalité des salaires. Donc il faut en tirer les enseignements, voir ce qu'on peut encore améliorer, nous, voilà, en France ou dans d'autres pays, en faveur du football féminin et surtout, effectivement, faire évoluer les choses pour que la discipline, le football féminin et les athlètes deviennent encore meilleurs. Merci beaucoup Sonia, on va suivre ça de près. Merci. Avant de refermer ce journal, on vous emmène à Amsterdam où le tableau La Ronde de nuit de Rembrandt commence à être restauré. Un travail à suivre en direct. Les détails avec Guillaume Petit. Ronde de nuit, restaurée au grand jour. Tel Big Brother, les moindres gestes des restaurateurs de la toile de Rembrandt vont pouvoir être observés à la loupe par qui le souhaite au Rijksmuseum d'Amsterdam. C'est la première restauration en 40 ans pour ce chef-d'œuvre réalisé en 1642. La première restauration de ce type tout court, car il sera même possible de tout observer et décortiquer en direct sur Internet. Le fait de pouvoir suivre l'évolution de la restauration sur Internet, c'est juste incroyable. Donc c'est notre projet de retraité. La gigantesque toile qui date de 1642 va demander un travail de plusieurs années. 25 scientifiques, restaurateurs et conservateurs sont mobilisés pour ce projet. Les analyses numériques de chaque couche de peinture et de vernis seront faites en amont pour déterminer quel est le meilleur programme de restauration. C'est la première fois que nous allons pouvoir scanner complètement ce tableau pour connaître quelle couleur exacte Rembrandt a utilisée. On ne sait pas tant de choses que ça à propos de la réalisation de cette toile par le peintre. Nous espérons en découvrir plus et ainsi nous faufiler au cœur de l'atelier de l'artiste. 40 ans après le coup de couteau d'un déséquilibré qui avait tailladé la toile, les premiers coups de pinceau pour restaurer les couleurs d'origine ne sont pas pour tout de suite. Préparez-vous à d'interminables rondes avant que le résultat ne voie le jour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, d'autres infos sur Euronews. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.